Bonjour à tous, dans cette vidéo, je suis accompagné d'un invité prestigieux, Eric Cagnard, qui a plusieurs casquettes. Il est à la fois infirmier aux urgences, il est également athlète bodybuilder IFBB Pro Elite et également vice-président de la fédération IFBB France. Et dans cette vidéo, on vous a concocté tous les deux des anecdotes liées à l'utilisation de produits dopants pour toutes les personnes qui pensent que ce sont des produits magiques, qui n'ont pas d'effet secondaire si, je cite, on les utilise correctement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un grand flou, on aura l'occasion d'en débattre un petit peu dans cette vidéo. Et donc, c'est parti pour les anecdotes génériques. Pour commencer, je te propose, Eric, de nous parler de la première anecdote que tu aurais envie de partager aux millions d'abonnés qui vont regarder cette vidéo. Alors, c'est une anecdote qui m'a vraiment surprise. Parce que je m'y attendais pas. Il y a un patient qui arrive aux urgences. C'est pas moi qui le cadre, c'est une collègue. Puis alors, il commence à dire, voilà, je me sens pas bien, j'ai une douleur à la poitrine, il y a quelque chose qui va pas. Alors, elle commence à faire un interrogatoire, des antécédents, etc. Puis il dit, non, mais il me dit, je crois que c'est parce que là, j'ai pris sur les conseils d'un ami qui fait la musculation avec moi, j'ai pris des produits, et je pense que c'est ça qui est, ah bon, vous avez pris quoi? Alors, il lui cite, elle dit, je connais pas, il dit, mais attendez, j'ai un collègue infirmier, peut-être qu'on va pouvoir lui poser la question, etc. Alors j'arrive dans le box, elle m'appelle, j'arrive dans le box, et puis je vois le gars, déjà un physique pas du tout de bodybuilder, mais alors pas du tout, bref. Et puis il me dit, oui, je vois que vous faites de la musculation, effectivement, j'ai pris ça sur les conseils d'un ami, vous avez pris quoi? Du clenbuterol. Je dis, ah bon, clenbuterol, et alors, et c'est pourquoi? L'été arrive, je voulais sécher. Alors déjà, j'allais me dire, non, il fallait en prendre beaucoup, parce qu'il y a de quoi sécher. Et je dis oui, et je suppose que maintenant, au niveau cardiaque, vous vous sentez pas bien? Ah oui, effectivement, je me sens pas bien. Je dis, écoutez, oui, vous savez, c'est pas sans conséquence. Et les conseils de votre ami, c'était quoi? Il m'a dit, non, mais vas-y, prends ça, tu verras, tu vas sécher. Et je dis, moi, si je vous aurais dit de sauter du haut de l'immeuble, vous l'auriez fait? Il reste me regarder un petit peu interrogatif, il se dit non, je l'aurais pas fait. J'ai dit alors pourquoi vous avez suivi les conseils de votre ami? Il me dit ouais, mais bon, vous savez, moi je voulais du résultat pour cet été. Comme s'il y avait des gens qui voulaient pas de résultat. Ouais. Ça, c'est déjà à la base. Moi, je veux du résultat rapide, efficace. C'est ça, rapide, ouais. Comme le fameux muscle sec, parce que bien sûr, il y a des gens qui s'en foutent, et ils veulent du muscle gras. Ouais. Mais c'est vrai que le clenbuterol, je pense que l'utilisation, elle est quand même sous-estimée. Alors, à la base, déjà, c'est pas du tout un produit qui est commercialisé en France, faut le savoir. Ouais. Donc c'est vrai que déjà le médecin des urgences... Sauf pour les chevaux français. Sauf pour les chevaux. Donc déjà, en médecine vétérinaire, voilà. Mais bon, aux urgences, on soigne pas encore les animaux. Et donc le médecin, déjà, il était interrogatif. Alors je dis, oui, c'est à la base un traitement de l'asthme, mais c'est pas commercialisé en France. Et du coup, il me dit, mais t'as vu la tachycardie? Je dis, il va peut-être avoir des troubles du rythme et tout avec. Je dis, écoute, oui, cardio, quoi. Il y a deux choses. Donc, le clenbuterol, c'est un bêta-2 agoniste, c'est-à-dire, en gros, c'est un médicament utilisé pour l'asthme qui va avoir comme effet de faire de la de la dilatation des bronches, donc chez les asthmatiques, que ce soit les humains, mais surtout à la base les chevaux. Mais les autres effets bêta-2 agonistes, c'est la tachycardie, et ça peut, en stimulant toutes les voies un petit peu annexes, provoquer des troubles du rythme, notamment des troubles du rythme cardiaque. Donc si vous commencez à prendre du clenbu, ça va accélérer votre fréquence cardiaque. C'est un effet même pas indésirable, en fait, c'est un effet normal du clenbuterol. Sauf que si vous en prenez beaucoup, si vous faites une mauvaise réaction au produit, votre cœur va s'accélérer. Tu peux retrouver des gens en tachycardie à 100, 110 au repos, qui vont donc forcément, même plus, mais déjà c'est pas très rare d'arriver à ce type de chiffre. Au repos, c'est quand même assez rapide, surtout si les gens sont pas du tout sportifs, qui sont en obésité, donc en général avec la fréquence cardiaque qui est déjà de base un peu plus élevée, et donc forcément quand ton cœur s'accélère, c'est comme si tu es en train de courir, ou en tout cas de faire un effort, sauf que t'en fais pas. Donc quand tu es dans ton lit ou sur ton canapé en train de te dire « je comprends pas, mon cœur il palpite un petit peu », tu commences à être inquiet. Et donc le clenbuterol, donc c'est la première chose. La deuxième remarque, c'est que vraiment comme tu le dis, souvent les produits dopants, c'est pas forcément ceux qu'on imagine dans le collectif. On pense toujours qu'on va voir des mecs balèzes, secs,
Pas du tout. Ou des bodybuilders, des mecs déter. Et en fait, des fois, c'est des gens de la vie de tous les jours Bien sûr. qui ont entendu parler, comme ils auraient lu le dernier Biba avec le régime pour C'est l'été, ça. perdre 10 kilos en 3 semaines. Sauf que là, on leur a dit sur les conseils d'un pote, d'un ami, bah, prends ce petite molécule et tu vas voir, tu vas sécher, ça va être un truc de dingue. Ouais. Et donc, sans trop réfléchir, ils prennent se disant, bah, ça va peut-être m'éviter de trop me restreindre. Et puis quand même, les glaces, c'est sympa. Et au final, ils atterrissent aux urgences. Alors, en plus, c'est important ce que tu dis. À la base, c'était un non-sportif, on va pas se mentir. Là, en gros, il prépare l'été, on va pas se mentir. Et il tolérait encore moins sa tachycardie parce que son cœur n'était pas habitué à l'effort déjà de base. Bien sûr. Donc, la tolérance étant beaucoup moins bonne, on voyait qu'au final, il regrettait son geste, quoi. Je te l'avoue. Et la dernière chose, c'était intéressant quand tu as dit, bah oui, le médecin me demande ce que c'est. Parce que souvent, c'est une remarque que je vois, c'est que les gens s'imaginent qu'en tant que médecin, on connaît toutes les molécules, qu'on est en gros des chimistes, mais en vérité, le médecin ne connaît, pour en gros citer, il va connaître les molécules qu'il prescrit, les molécules qui sont sur le Vidal, c'est-à-dire les molécules pharmaceutiques. On va connaître aussi bien sûr les différentes drogues, les plus connues, les plus communes, on va dire, qu'on rencontre en fait dans la pratique des urgences, l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne, enfin tout ce qu'on peut citer comme parce que justement c'est les plus utilisés. Mais après, quand les culturistes vont commencer à prendre des molécules, alors il y a les classiques, la testostérone et ses dérivés, mais des fois c'est des choses un peu plus ésotériques avec les peptides qui arrivent où il y en a 50 différents, le clenbuterol où on n'apprend pas du tout ça parce qu'on soigne pas des chevaux, peut-être qu'un veto il pourrait connaître. Mais et donc du coup en fait les gens pensent qu'on va être hyper on va dire avec beaucoup de connaissances pour les prendre en charge, mais au final on n'a aucune ou très peu de connaissances et ce qu'on peut faire c'est simplement demander, se renseigner. Donc il faut quand même se méfier avec ce que vous prenez dès que vous sortez des molécules on va dire classiques. Donc c'est vrai que cette anecdote on va dire que c'est assez fréquent. Je pourrais citer la même parce que des gens avec du clenbu où on m'appelle pour l'avis cardio, bah il y en a, mais du coup on va changer de molécule. Mais et alors, moi, j'aurais une autre anecdote aussi. Alors, c'est des anecdotes, on les raconte en rigolant parce que des fois, c'est plus sympa. Mais au final, c'est quand même un petit peu grave. Et le but de cette vidéo, c'est aussi de faire réaliser aux gens qu'il y a des effets indésirables et qu'il faut justement pas les prendre à la légère. Après, des fois, on nous dit, ouais, mais vous le dites ça en rigolant, alors parce qu'on est justement médecin, infirmier, qu'on est habitué à ces situations et que c'est plus sympa de faire une vidéo avec le sourire plutôt que d'avoir la boîte de mouchoirs et de se mettre à pleurer. Mais on m'envoie régulièrement des prises de sang par Instagram où les gens me disent j'ai vu ta vidéo, est-ce que tu peux jeter un œil à ma prise de sang ? Et j'ai discuté une fois avec quelqu'un qui réagissait à une vidéo sur la créatine où justement la créatine donc ne fait pas, en gros ne dégrade pas les reins, mais peut altérer un petit peu le dosage de la créatinine qui est un reflet de la fonction rénale. Donc je vais le faire très court, mais si vous prenez de la créatine, votre taux de créatinine peut monter un tout petit peu et donc votre médecin peut penser que vous avez une petite dégradation de la fonction rénale. Sauf que la personne m'envoie sa prise de sang en me disant oui, mon médecin il me dit qu'il y a un problème au niveau des reins, mais en gros la créatine il pense que c'est du dopage, il veut pas en entendre parler, mais toi qu'est-ce que t'en penses ? Et quand je vois sa prise de sang, il avait le rein qui était véritablement explosé. Pour ceux à qui ça parle, un taux de créatinine à 160, ce qui fait en gros une fonction rénale qui est à peu près à la moitié. Et ça, c'est absolument pas la créatine. Même si le mec, c'est Ronnie Coleman, 140 kilos, hyper massif et qui prend 20-30 grammes de créatine par jour, jamais tu auras un taux aussi élevé. Donc, la personne a très probablement une insuffisance rénale qui est indépendante de sa pratique sportive, même si en plus il prenait des produits dopants et on va en revenir juste après. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que les gens parfois sont aussi dans le déni de se dire « Ok, c'est bon, le doc a dit que la créatine, ça pouvait altérer un peu la prise de sang, mais en vérité, un train peut en cacher un autre. » Et là, dans son exemple, c'était véritablement absolument pas la créatine, mais une vraie maladie rénale. Donc il faut consulter et il faut quand même rester lucide. Si votre médecin vous dit qu'il y a un vrai problème, c'est que très probablement il a raison et qu'il y a un vrai problème. Et oui, vas-y, pardon. Non, j'allais dire, ça c'est encore le déni. Ouais. Voilà, le déni. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Si le médecin quand même dit qu'il y a un problème, c'est que réellement il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire la morale ou à la limite, j'allais dire, si vraiment il s'en fout, il s'en fout. Ouais. Mais là, en l'occurrence, il s'en fout pas puisqu'il met en alerte le patient en lui disant « Vous avez un problème rénal ». Et c'est pas le fait de prendre un peu de créatine. Là, c'est vraiment votre rein qui est en souffrance et vos reins qui ne fonctionnent pas normalement.
Donc, Et puis après, des fois, il y a effectivement le défaut de connaissance des médecins sur la créatine. Parfois, on entend, attention, protéines en poudre, vous allez finir en dialyse. Créatine, ça va vous exploser les reins, qui sont des croyances qui sont erronées. Mais quand il y a un problème objectif, qui pour le coup est indépendant de toute prise de n'importe quelle substance, il faut quand même l'explorer. Et puis dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, si jamais c'est la créatine, qu'il arrête la créatine et que ça se normalise, bah, tant mieux. Mais il faut au moins l'explorer parce que le problème, c'est que son insuffisance rénale, si elle continue de progresser, pour le coup, là, c'est la dialyse dans les 5 à 10 ans. Donc il faut vraiment pas prendre ça à la légère, surtout s'il y a une vraie cause qui est évitable. Et on en parlait tout à l'heure en off, attention aux produits dopants qui ont des vrais effets secondaires sur les reins, notamment par le biais de l'hypertension artérielle. Ça fait monter la pression artérielle, et la pression artérielle, je crois que c'est la première ou deuxième cause d'insuffisance rénale, parce que justement cette pression va abîmer les artères et va abîmer les reins, ça va les faire filtrer plus, ça va faire des petites lésions au niveau de ce qu'on appelle les glomérules, les néphrons, et du coup votre rein va se dégrader. Et le piège, c'est que c'est hyper progressif. Tu sais, pour donner une image parlante, il faut imaginer que le rein, c'est comme un tout petit filtre, très très fin, et dedans tu mets un coup de Karcher. Ouais, c'est exactement ça. C'est une très bonne image. Et donc tu vas abîmer le filtre par la pression. Et ça, c'est hyper fréquent. Et je pense que tu as déjà eu des histoires comme ça, d'hypertension, de mecs chargés qui justement vont faire des vraies poussées hypertensives. 24 de tension artérielle. Tu leur dis là, à un moment il faut arrêter, en plus ils sont tout rouges, alors l'hématocrit au taquet, enfin il y a la totale quoi. Là, le sang hyper visqueux, donc tu lui dis soit tu vas nous faire une thrombose, soit tu vas nous faire un AVC, une dissection de l'aorte. Une dissection de l'aorte. Et j'ai l'impression que c'est quand ils sont arrivés au bout du rouleau et face vraiment au problème, qu'ils peuvent plus faire marche arrière, qu'ils se disent ah mince. C'est ça, c'est quand t'as mis des œillères pour éviter tout ce qui était autour, mais quand vraiment t'as le mur qui est juste devant toi, que tu peux plus l'ignorer, à ce moment-là tu t'en rends compte. Mais je pense que le gros message de prévention, c'est sur la tension artérielle. Pour le coup, c'est quelque chose de vraiment qu'on peut dépister. C'est une mesure simple, un brassard à tension. Il y a d'autres moyens qui existent, mais globalement, le brassard à tension, c'est le plus simple. Et vous avez votre chiffre de tension. On sait que les produits dopants, pas tous, mais globalement, tous les dérivés de la testostérone vont monter la pression artérielle, d'autant plus quand vous avez un gros gabarit, puisque quand même, en général, la pression est un peu plus élevée. Si vous êtes en prise de masse, vous allez manger un peu plus salé, un peu plus de repas. Donc, c'est l'obésité au sens large, qu'elle soit musculaire, qu'elle soit grasse, et puis parfois c'est un mélange des deux, la prise de masse, où quand même tu as ton taux de body fat qui va augmenter un petit peu, ta tension sera, je pense, un peu plus élevée en prise de masse qu'en sèche. Disons qu'il y aura deux phénomènes principaux, comme tu dis, il y aura la rétention hydrosodée, liée à l'utilisation de certains produits, et il y aura également l'élévation en termes vasculaires des composants du sang, et notamment ça va nous faire un hématocrit hyper élevé. Donc en gros c'est la concentration en globules rouges dans le sang. Donc dans le sang il y a le plasma, c'est le liquide, et après il y a toutes les cellules. Donc l'hématocrit, c'est les globules rouges. Plus votre sang est visqueux, plus l'hématocrit monte en pourcentage. Et plus c'est épais, plus ça appuie sur les parois, et plus ça fait monter la tension. Plus tu as de viscosité, donc forcément c'est mécanique. Si vous faites passer de la purée dans votre évier, ça va être beaucoup plus visqueux que si c'est de l'eau. Donc c'est une image assez schématique, mais pareil, on en revient au filtre. Plus c'est visqueux, et plus le filtre, plus il va avoir du mal. Je pense que là on a fait un bon résumé. Donc mesurez votre tension, c'est un énorme message de prévention, parce que ça c'est évitable. Et si vous avez une vraie hypertension liée aux produits, soit vous arrêtez les produits, c'est la chose la plus sage, parce qu'il y a des gens qui vraiment, comme tu dis, t'as dit 22, 23 de tension, mais j'en ai vu aussi pas mal, des gens qui arrivent avec soit la grosse poussée hypertensive où ils sont vraiment pas bien, la tachycardie, les complications parfois, dissection coronaire, dissection de l'aorte. Enfin, tu as des vraies complications, AVC, hémorragie cérébrale, ça peut arriver. Soit c'est simplement l'hypertension chronique qui va être silencieuse, et c'est ça le piège. C'est que tu n'as aucun symptôme, tu te balades à 16, 17 de tension, et au bout de 10 ans, tu as des problèmes, tu as les artères qui sont toutes calcifiées, tu as les reins qui sont fatigués, et donc la dialyse, alors que c'est évitable, c'est par les médicaments en fait. Et il ne faut pas se dire, mais attention, les médicaments, c'est chimique, c'est Big Pharma. Quand vous en êtes à ce stade à vous injecter des molécules, des antihypertenseurs, c'est justement pour contrebalancer les effets secondaires. Et donc, c'est vraiment quelque chose de traitable. Certes, c'est un peu contraignant. L'autre problème aussi, c'est que c'est silencieux. Donc, souvent, on ne le voit pas. Et donc, on traite que ce qu'on voit quand on est un patient. Quand on a mal, on prend un antalgique.
quand on sent pas qu'on a de la tension, on peut se dire ouais, j'ai oublié une fois, 2 fois, 3 fois, ouais ok, ça fait 1 an que je prends pas mes médicaments, mais le jour où vraiment vous avez tous les organes qui sont malades, c'est malheureusement trop tard. Donc la tension... C'est important ce que tu dis, parce qu'en plus, le contrôle de la tension artérielle, c'est vraiment un geste basique. Et puis il y a des petits signes comme des maux de tête qui ne cèdent pas, des saignements intempestifs, que ce soit du nez, des gencives. Ouais, parce qu'il y a de la pression dans les vaisseaux, en fait, donc tout va saigner un peu plus facilement. Et d'autant plus, quand vous faites, on peut quand même le dire, de la musculation, où c'est un sport de force, où vous allez forcer encore plus, votre tension va s'élever de façon transitoire pendant l'effort, mais si vous partez déjà d'une tension très élevée, vous maximisez les risques, et c'est comme ça qu'on a vu des athlètes qui ont eu des dissections, des problèmes hyper sévères. Mais ça arrive réellement, donc il faut vraiment se méfier. Moi j'avais vu pour le coup une dissection aortique chez un homme de 55 ans, et ce qui était alors marrant, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je pense que ça va en faire sourire plus d'un. Il prenait donc des produits dopants, il prenait assez basiques, il prenait en gros des dérivés de la testo assez simples, mais il n'avait pas du tout un gabarit de bodybuilder. Il était bien pour son âge, il n'était pas trop gras, il était musclé correctement, mais il faisait pas de muscu, il était simplement prof de Zumba. Il m'avait dit ouais, c'est vrai que je prends des produits parce que ça m'aide à être un peu plus en forme, un peu plus endurant, et puis en gros ce qu'il m'a pas dit, mais c'était sous-entendu, voilà, pour sa clientèle d'élèves de Zumba, forcément avec un peu plus de testo. Mais le souci, c'est qu'il a fait une grave complication, une dissection de l'aorte. Donc la dissection de l'aorte, c'est quand vous avez l'artère principale qui mesure en gros 3 cm, donc je vous laisse imaginer le débit qu'il y a dedans, c'est juste à la sortie du cœur, et qu'elle se dissecte, c'est-à-dire qu'elle se dédouble, elle s'ouvre en deux, voilà. Et donc c'est dramatique, ça fait des grosses douleurs dans la poitrine, et surtout ça va s'étendre à la totalité des artères, et le taux de mortalité il est effroyable. Soit l'artère va carrément se rompre, se fissurer, et vous allez saigner, et en général il n'y a pas grand chose à faire. Quand vous vous videz de 1 litre par minute, on a rarement le temps de faire quoi que ce soit, surtout que c'est une artère qu'on ne peut pas comprimer. Donc voilà, ça en général ça se finit à la maison, voilà, stop et fin. Mais parfois elle est simplement disséquée, dédoublée, et auquel cas on a parfois le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital, mais ça reste une mortalité effroyable, et c'est des gens qui font des grosses complications. Il faut remplacer toute l'aorte, c'est des énormes chirurgies, il faut ensuite réimplanter les différentes artères qui ont été touchées, parce que la dissection, il faut s'imaginer qu'elle va s'étendre aux carotides, elle peut s'étendre aux artères digestives, aux artères des jambes, aux artères des reins, donc c'est des gens qui vraiment grosses complications, grosses conséquences. Donc voilà. Ça impacte tout le réseau vasculaire. Ah oui, c'est peut-être la pire complication qu'on puisse faire. Donc quelque chose d'évitable. Il y a souvent une prédisposition, un peu de faute à pas de chance, mais on va dire qu'avec de la prévention, on minimise quand même les risques. Donc la tension artérielle, encore une fois, voilà, c'est dépistable facilement, c'est gratuit en France, vous allez voir n'importe quel médecin, il vous prend la tension et c'est traitable. Il suffit de prendre des médicaments pour contrôler vos chiffres de tension. Next anecdote. Alors, on en parlait en off. J'ai un gars qui arrive aux urgences, essoufflé, fatigué. Et moi, de suite, je remarque un ictère, donc de la jaunisse. Ouais, quand les gens sont comme Homer Simpson. Alors, il n'avait pas encore vraiment réellement sur la peau, mais tu voyais vraiment bien dans le blanc des yeux que ça commençait à apparaître. Et il me dit, je comprends pas, voilà, je suis essoufflé, je suis fatigué, je sais pas, j'ai plus faim, je sais pas ce que j'ai, et puis je sens comme une douleur par là. Je sais pas, écoutez, installez-vous, bon, elle est constante, puis le bilan, je sais très bien que le médecin va me demander. Et puis je dis voilà, il faudra un petit peu patienter, on vous annoncera le bilan, il y aura peut-être des examens complémentaires à venir, notamment une imagerie, écho, etc. éventuelle. Et arrive le bilan, et puis ce que je me doutais, il n'y a pas 36 causes. Non, il n'y a pas 36 causes. Des transats à plus de 1800. Le médecin il voit ça, puis là il va le voir, il me dit écoutez monsieur, vous faites quoi et moi j'avais déjà un petit peu expliqué le médecin, j'avais un peu débroussaillé le terrain, et puis il y avait une liste de produits, si tu cumulais un peu tout, ça nous faisait pas loin d'une dizaine de produits différents. Voilà, dont des produits par voie orale qui sont encore plus délétères au niveau juste pour expliquer ceux qui se diraient mais pourquoi on est jeune quand il y a un problème de foie, c'est la bilirubine, en fait c'est un produit qui est au niveau du foie, qui, quand elle est en excès, et en général c'est quand le foie ne marche plus, ou parfois qu'il y a un obstacle, mais si le foie marche plus, globalement il va mal drainer la bilirubine, elle va s'accumuler, elle va passer dans le sang, et elle va commencer à colorer un petit peu la peau, et en premier, comme l'a dit Eric, c'est les muqueuses, donc c'est ce qu'on voit au niveau
de la cornée, au niveau des conjonctives, surtout de la cornée et des conjonctives, ça va devenir jaune. Donc ça signe un problème du foie. Et les transaminases, c'est ce qu'on appelle les enzymes hépatiques, c'est des molécules contenues dans les cellules du foie. Et quand votre foie il commence à être attaqué, les cellules elles vont mourir, elles vont en gros exploser, elles vont se suicider et le contenu de la cellule va être libéré dans le sang. Donc vous allez avoir en plus de la bilirubine, c'est cette élévation des transaminases et globalement quand on dose le taux, c'est proportionnel. Plus le taux est élevé et plus ça veut dire que vous avez de nécrose au niveau du foie. Quand vous avez une élévation à 2, 3, 4 fois, voire même parfois 10 fois, 20 fois, 50 fois la normale, c'est que votre foie il est vraiment en train de prendre très cher. C'est ça. Et on retrouve la même chose dans le cadre de l'infarctus avec la troponine. Et comme tu dis, c'est vraiment une mort des cellules du foie. Donc quand elles meurent, elles sont plus là pour faire leur travail. Et au plus il y a de cellules qui meurent, et au plus le foie est incapable de faire son boulot, notamment les facteurs de coagulation et tout. Après, donc ça peut engendrer tout un tas en cascade comme ça de problèmes à venir aussi. Et c'est vrai que les produits dopants, je pense que c'est peut-être la complication la plus classiquement ancrée dans l'image des gens. On voit tous les bodys qui disent attention au foie, je prends des protecteurs du foie. Alors un terme qui me fait toujours rire. Je me prends 10 molécules, mais je prends un peu de chardon-marie, donc c'est bon, je suis safe. Ça c'est le gros mythe, je pense. Le seul, et je ne vais pas te l'apprendre, on va dire hépatoprotecteur, c'est acétylcystéine en intraveineux à grosse dose qui va favoriser la formation du glutathion et protéger les cellules du foie. Mais c'est après tout ce qui va être chardon-marie, tout ce qui va être Live 52, etc. Avec de la phytothérapie, on n'a jamais soigné des gros problèmes. Malheureusement, en fait, le problème c'est quand il y a plusieurs choses. Il y a soit le métabolisme hépatique, quand vous prenez, alors le pire c'est les oraux, parce que les stéroïdes oraux vont être d'abord absorbés par le tube digestif, et il y a ce qu'on appelle la vascularisation du système porte, qui fait que les veines en gros digestives vont d'abord passer par le foie, ce qui permet de faire une première filtration de ce qu'on va avaler, absorber, et ces molécules, donc ces produits dopants, vont d'abord être métabolisés par le foie. Donc il y a un premier passage qui est le plus toxique, et qui chez certaines personnes va leur exploser le foie. Ce qui est un peu moins le cas, un peu moins quand même, mais avec les injectables, parce qu'ils ne passent pas en premier par le foie, donc il y a quand même un métabolisme au niveau du foie, mais qui est moins important. Mais c'est vrai que les oraux, les gens, c'est pour ça que ils associent tout de suite les oraux avec les problèmes de foie. Mais ça existe bien sûr avec les injectables et avec d'autres molécules. Dès que vous prenez une molécule, il y a un risque c'est les mécanismes un peu allergiques qui chez certaines personnes vont survenir et pas chez d'autres. Quand tu prends un médicament ou même des fois des plantes, tu as l'hépatite toxique. Bien sûr. Si tu prends un champignon, alors oui, c'est naturel, mais va manger une amanite phalloïde. Le foie, il va pas aimer. Ton foie, il va dire ok, game over. Et donc tu peux finir aux urgences, en réa même, transplanté. Et même des molécules en vente libre comme le paracétamol. Donc si tu combines l'utilisation de produits dopants, en plus du paracétamol, des anti-inflammatoires, et puis pourquoi pas le week-end faire la bringue avec l'alcool. Un peu d'alcool, là tu as un bon cocktail. Le cocktail, et tu finis tout jaune. Et éventuellement, si tu as vraiment de la malchance, en réanimation, à devoir te faire transplanter du foie. Et les gens peuvent s'imaginer que c'est quelque chose de loin, mais c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, ça existe vraiment. Heureusement, c'est rare. L'hépatite fulminante, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe, c'est rare, heureusement. Le foie, c'est vrai que c'est un organe qui a la chance de bien se régénérer, mais le problème, il faut quand même le signaler, c'est que plus vous l'agressez de façon chronique, même si vous n'allez pas jusqu'à l'hépatite grave, cette régénération va faire qu'en fait le foie va se régénérer mais de façon anormale, il va désorganiser son architecture et à la fin ça conduit à la cirrhose. Et la cirrhose c'est une maladie gravissime et après on voit les patients aux urgences, ils arrivent avec de l'acide. Là pour le coup la rétention d'eau, vous l'avez, les 8 kilos, 10, 15 kilos dans le bide, vous les avez. Et quand on fait des ponctions d'acide, t'as un beau liquide jaune citrin. Là, exactement. Donc vous mettrez peut-être une photo en incrustation, mais c'est une sale maladie, je pense qu'on peut le dire, une maladie qui n'est pas traitable. On peut simplement contrôler. D'ailleurs, je fais une anecdote, en tant que jeune infirmier, le tout premier geste que j'ai fait qu'un gastro, c'est une ponction d'acide. J'ai assisté, j'ai fait le chant, il m'a expliqué, il m'a dit regarde ce que je vais faire. La lame de bistouri en live, comme ça. Je fais waouh. C'est toujours impressionnant de faire son premier geste au niveau du bide bien tendu. Ah oui, c'était bien tendu. En général, quand tu as autant de flotte dans le et ventre, c'est que du liquide, c'est vrai. C'est que du liquide, On dirait que les gens sont enceintes. On dirait de l'eau et qu'on a mis du citron dedans.
Ouais, une jaune. citronnade. Donc, les problèmes de foie, on y est vraiment. On y est vraiment, donc bon, après, je pense que pour le coup, le gars, il a quand même compris. Et bon, après, nous, il n'y a pas forcément un suivi, parce que les urgences, c'est juste un service de passage. Voilà. Bien sûr, c'est un diagnostic au tenté, une orientation, est-ce que c'est grave ou pas grave? Voilà, hospitalisation, en l'occurrence, là, oui. Et après, c'est un suivi avec des spécialistes. Quoi. Pour voir si ça régénère, et puis tout à fait. Heureusement, la plupart du temps, ça régénère. Oui, après, il faut tout arrêter, par contre. Mais c'est ça, oui, parce que ça veut dire que tu réagis mal au produit. Et donc, malheureusement, ou heureusement, c'est terminé pour toi, et il ne faut pas se dire, oui, mais je vais retenter, peut-être que j'avais mal utilisé les produits. Non, c'est qu'en fait, ton foie, il ne tolère pas les produits. Donc, exactement. Et comme tout à l'heure, tu parlais des phénomènes d'allergie, là, en l'occurrence, c'est, entre guillemets, on va parler vraiment simplement une grosse intolérance, quoi. C'est-à-dire que ça, il n'en veut pas. Il n'y a pas besoin d'insister, il n'en veut pas. Parce qu'en fait, c'est pas un filtre comme le rein, le foie, c'est différent, c'est des actions enzymatiques, c'est des molécules, des cytochromes qui vont venir transformer les cellules de façon chimique pour qu'ensuite les molécules qui sont la résultante en gros de la transformation et de la dégradation soient éliminées, soit par les sécrétions en gros biliaires, soit par les urines. Donc dans le sang, puis le passage au niveau rénal, des molécules filtrées. Mais le souci, c'est que voilà, chez certaines personnes, il y a plein de profils différents en fonction de votre génétique, de votre ethnie, de là où vous venez. Donc il y a des gens, certaines ethnies qui vont pas tolérer certaines molécules et voilà. Bon, sans rentrer dans le détail, mais du coup, voilà, il y a des molécules que certaines personnes ne vont pas du tout tolérer parce que les cytochromes sont pas adaptés ou alors... Et donc, ça va faire des dégâts, en fait, indépendamment. Alors, bien sûr, c'est toujours dose dépendant, mais même à petite dose, ça va entraîner des problèmes de foie. Donc, oui, les problèmes de foie chez les athlètes sous-produits, c'est réel. Mais c'est vrai que quand on compare au final, c'est vrai que c'est quand même... c'est maximisé dans l'image des gens. Ils pensent tous à leur foie, ouais, attention, protection, etc. Mais c'est beaucoup plus efficace, et je suis désolé, je vais encore revenir sur la tension, mais de contrôler votre tension que de prendre du chardon-marie. Donc les gars, il faut revoir vos priorités. Qui n'aura aucune incidence sur... non, c'est de la petite incidence sur le porte-monnaie, parce qu'à la fin, ça va chiffrer. Ouais. Ça, c'est quand même un mythe qui perdure, ça, que le fameux chardon-marie aurait des effets protecteurs. J'ai appris quelque chose, et ça m'a toujours fait sourire, et en me disant, mais... Je crois qu'il y a un problème quand même. Les gens n'ont pas encore compris que c'était des plantes, quoi. Jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est naturel, donc c'est bon. Le fameux mythe du naturel. Ouais, sûrement. Ouais. Mais j'ai un autre... dans les conséquences qui peuvent être graves, c'est tout ce qui est donc les produits dopants, parce que là, on parle des problèmes aigus, mais il y a aussi les complications à long terme. Et puis, les produits dopants, tout ce qui est dérivé de la testostérone, c'est aussi un gros facteur de risque cardiovasculaire. Il y a plein de maladies cardiaques qu'on peut voir. Hein. Bien sûr. J'ai cité dans l'autre vidéo le bodybuilder, entre guillemets, qui n'était pas vraiment un, sauf si on peut appeler quelqu'un qui fait des pompes dans son garage un bodybuilder, mais qui était arrivé avec un cœur au bout du rouleau. Donc ça, c'est les cardiopathies dilatées liées aux anabolisants. Mais il y a aussi dans l'évolution en fait de tout le système cardiovasculaire, des calcifications qui peuvent se faire au niveau des artères, des plaques d'athérome, donc en gros des rétrécissements artériels de différentes causes, soit du calcaire, soit un peu de graisse pour parler de façon imagée. C'est lié à la fois aux produits dopants, à la testostérone. Les hommes, à cause de facteurs hormonaux, sont plus sujets à l'athérome. Les infarctus, c'est quand même une maladie de l'homme, mais il y a aussi tout ce qui va être conséquence des produits, notamment, comme tu l'as dit, l'hématocrit qui monte, ça peut faire des caillots de sang, quand le sang est plus visqueux. L'hypertension, plus vous agressez les parois avec du Karcher, plus il va y avoir des petites brèches et de la calcification, qui est quelque part une réaction de protection. Plus vous frappez en permanence et plus ça se durcit. Hein. Tu vois le boxeur qui tape, à la fin il a des cales. Nous en muscu, je pense qu'on peut regarder nos mains. On va pas les montrer parce qu'on va perdre des viewers, mais on a aussi un peu de durcissement. Donc globalement, c'est ça. Et j'avais eu cette histoire qui m'avait marqué parce que c'était quand je commençais l'internat, donc de cardiologie. Et il y avait eu pareil, un bodybuilder, on en revient toujours à ça, mais au final, c'est pas des body comme on les imagine, c'est des pratiquants comme vous et moi, enfin, pas toi. Non, mais voilà, on va dire plutôt comme moi. Des pratiquants réguliers, mais sans compétition, voilà. Qui prennent des produits, et lui, pour le coup, il faisait une séance de pec, et il commençait au niveau du développé couché à avoir une douleur au niveau de la poitrine. Et son premier réflexe, ça a été de se dire... peut-être c'est une tendinite, une courbature, une sensation de brûlure, mais bon, c'est bizarre quand même, ça passe pas. Il continue sa séance en se disant, c'était pas la méga grosse douleur où tu te dis, le mec il est en train de vomir, il est gris, c'était la petite douleur de l'infarctus, on va dire, enfin léger, il n'y a pas d'infarctus léger,
mais voilà, il avait une douleur, mais on va dire qui lui a permis quand même de continuer. Il y avait encore un flux sanguin peut-être qui ouais, en gros c'est ça. Voilà. Mais il continue sa séance, il finit, mais il se dit quand même là vraiment j'y arrivais pas, donc il va dans la douche, et dans la douche il fait un arrêt cardiaque, et donc c'est ses potes de salle qui le retrouvent, t'entends le grand boom dans les vestiaires, le mec par terre. Et en arrêt cardiaque, et bon, la chance, c'est que je pense quand même que dans les salles de sport, il y a toujours quelqu'un qui va être formé, parce qu'on est quand même souvent des jeunes, des gens sportifs, tu connais un petit peu, tu as parfois un défibrillateur dans les salles, et donc il est massé rapidement, donc finalement il arrive, pour le coup en urgence, en coronarographie, on lui débouche l'artère. Et c'est vrai qu'en discutant avec lui au décours, du coup il dit oui, c'est vrai que je prends un peu de testostérone, et je me suis dit que c'était une courbature, mais je m'étais dit que comme j'étais sportif, il n'était pas très vieux, il avait je crois 42 ou 43 ans, donc quand même c'est jeune pour faire un infarctus. Mais le mec, il minimisait, ouais c'est jeune, mais ouais c'est même, pour un infart c'est quand même, voilà, c'est pas exceptionnellement jeune, mais c'est quand même jeune. Et un des mythes là aussi qui revient, c'est de se dire je suis sportif, je fais attention à ce que je mange, je m'entraîne, donc quelque part je peux pas faire de problème. C'est toujours un petit peu, et c'est vrai que quand on est sportif on a toujours envie de penser qu'il peut rien nous arriver parce que justement on a une bonne hygiène de vie entre guillemets. Mais il faut se rappeler que voilà, les conséquences cardiaques, cardiovasculaires et le risque d'infarctus est pour le coup bien réel. Donc il y a plein de symptômes. Est-ce qu'on peut mettre aussi ça sur donc, tous les facteurs que tu as cités, la tension, l'hématocrit, sur les taux de cholestérol qui s'inversent? Oui, il y a ça aussi. On peut en parler rapidement avant je pense, de conclure la vidéo, mais c'est vrai que le cholestérol, il va être impacté par les hormones en fait, et notamment les androgènes, la testostérone, qui va inverser alors ce qu'on appelle le taux de mauvais cholestérol, le LDL, qui va avoir tendance à monter, et à l'inverse, le bon cholestérol qui est plutôt protecteur, le HDL qui va diminuer. Donc au final, et c'est un effet, on va dire, normal des produits dopants, ça va le monter un petit peu. Donc si de base, vous avez déjà une hérédité, parce qu'il y a des gens qui vont avoir un peu plus de cholestérol que d'autres dans certaines familles, en fonction parfois un peu de l'alimentation malgré tout, on parle même pas du cholestérol alimentaire, on va parler de l'alimentation en tant que telle, les graisses saturées, le sucre, etc., qui vont donc inverser un peu ce ratio et qui vont donc augmenter le cholestérol. Et donc si vous le combinez là aussi à de l'hypertension, à une génétique, parce que parfois il y a des familles où les gens font plus d'infarctus, c'est un gros facteur de risque, et parfois le tabac, on voit beaucoup d'athlètes qui fument. Et encore une fois, dans la compète de body, chaque fois tu vois dans les backstage des athlètes qui fument. Donc le fait d'être sportif, on imagine toujours le sportif hyper sain, mais non, des fois il y a des fumeurs, et il y en a même pire qui pensent que le sport va nettoyer les poumons, enfin tout un tas de risques. Vrai. Plus d'une fois j'ai entendu ça. Alors que non, je cours, je fais de la course, donc c'est bon, mes poumons s'oxygènent, alors qu'en plus ils courent autour du périph'. Donc le combo... Il cumule là. Mais non, le tabac avec le sport, pour le coup, c'est aussi un autre message de la vidéo. Bien sûr, il faut pas fumer, mais encore pire, c'est de fumer pendant le sport, juste avant ou juste après. J'ai déjà vu aussi à la salle des gens qui font leur série, et puis des fois ils sortent dehors fumer, et ils reviennent entre les deux. Bon, en général, les mecs sont quand même bien accros au tabac, mais ça c'est dangereux parce que le tabac, ça fait des caillots de sang, c'est pro-thrombogène. Donc si vous avez déjà un peu de plaques de cholestérol dans les artères, ça peut favoriser les caillots et précipiter les infarctus. Donc le tabac, voilà. Et du coup, oui, le cholestérol, ça aussi, c'est quelque chose à dépister en cas d'usage de produits dopants, parce que là aussi, c'est traitable. Alors, on peut débattre tout ce qu'on veut des statines, mais au moins, il faut le savoir. Et peut-être ensuite, il faut adapter en conséquence. Et si vous réagissez mal aux produits, il faut les arrêter. Et bien sûr, il faut les arrêter, quelle que soit la situation, puisque les produits, ça reste quelque chose qui a des conséquences négatives et des effets indésirables qui sont réels. Les gens minimisent, les gens pensent qu'on peut faire les choses bien. On peut faire les choses n'importe comment, ça c'est sûr. Faire les choses bien, on peut les faire un peu mieux, mais il y aura toujours des risques, quoi qu'on fasse. Et donc, c'est important de ne pas les minimiser, de ne pas les occulter, de ne pas se mettre des œillères. Si vous avez décidé de le faire, on ne peut pas, je pense, vous juger. On peut tout au plus vous décourager parce que c'est un choix personnel. Il y a des athlètes qui vont vouloir en utiliser, mais il faut être conscient qu'il y a des risques et qu'il faut, je pense, faire en sorte de les minimiser. Bien sûr. En ayant un suivi, en ayant des prises de sang, en consultant un médecin, et surtout les différents symptômes. Il ne faut pas se dire qu'un essoufflement, c'est quelque chose de banal, qu'une douleur, c'est quelque chose de banal. En fait, c'est ça. Il faut toujours et puis des choses simples, surveiller sa tension, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis pas croire que ça n'arrive qu'aux autres non plus. Bien sûr.
Tout à fait. Donc après, comme tu dis, on n'est pas là pour faire la morale, on est juste là pour faire de la prévention. Ouais, de la prévention, de l'information et je pense et de l'information, ouais. C'est hyper important. C'est vrai que, bon, je t'en veux pas, hein, t'as parlé de prothrombogène, donc là forcément les gens ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc en fait il voulait juste dire que ça favorisait la formation des caillots. Ouais, voilà. Oui, c'est la formation de caillots de sang. Je voulais juste te rattraper sur ce terme. On est bon alors, c'est bon, ouf. Donc formation donc d'infarctus. Voilà pour cette petite vidéo anecdote. Bon, je pense qu'on a chacun plein d'autres anecdotes. Au final, on n'en a pas dit tant que ça. J'en aurais d'autres. En 30 ans de carrière, je pense que t'as dû en voir des vertes et des pas mûres. Moi, j'ai une carrière pour l'instant un peu plus courte. Alors, malheureusement, dans ce sport, alors je parle pas du métier d'infirmier, mais je parle dans ce sport, j'ai vu plus d'étoiles filantes que de gens qui sont restés, et c'est à mon grand regret, parce que je me dis, moi, ça fait 30 ans que je pratique le body, et je me sens en pleine forme, tout va bien, et je me dis, et pourquoi il n'y en a pas plus, quoi ? Ouais. Et je me dis, c'est dommage, parce que notre sport est avant tout là pour nous préserver, pas pour nous détruire. Donc après, après chacun fait des choix, mais je pense qu'il n'y a pas de raccourci, que c'est dans le long terme qu'on doit inscrire sa pratique. Voilà. Si c'était le message que je voulais dire, voilà. Inscrivez votre pratique dans le long terme et vous en tirerez que du bénéfice. Et je pense que c'est une belle conclusion. Voilà. Si vous aussi, comme à chaque vidéo, vous avez des anecdotes, parce que je pense que si on combine tous les gens qui vont regarder la vidéo, encore une fois les millions de personnes qui vont voir cette vidéo, il y aura forcément des anecdotes, des témoignages, des histoires qui sont arrivées peut-être à vous, peut-être à un collègue, à un pote de salle. Donc ça peut faire un bon complément, je pense, à la vidéo. Donc surtout, partagez-les en commentaire. Et ça permet toujours, je pense, de faire de l'information, de la prévention. Et puis des fois, ça fait aussi réfléchir. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu. Le pouce bleu, bien sûr. La base, c'est la base de la vidéo, le pouce bleu qui protège contre les effets. Non, je vais pas refaire la même blague. Donc retrouvez-nous donc sur les réseaux sociaux, Eric, IFBB France. IFBB France officiel, Facebook pareil, IFBB France, IFBBF. Moi, ma page perso, c'est pas le plus important, je suis pas très actif. Et surtout, suivez Paul Mathieu parce que depuis que j'ai découvert, c'est vraiment super enrichissant. Et je trouve qu'il s'adapte vraiment bien à tout type de public. Et ça, je trouve que c'est super, super important. Merci à toi. Merci. Donc, ledoc.pm sur Instagram, sur TikTok. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.